Un jour, un ami m'a dit: Hervé, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les collines? Tu sais, pas ce que l'on voit avec les yeux, mais ce que l'on voit avec le cœur. Vendredi 26 août 2005. Ça fait déjà 2 mois que je suis sur mon petit kayak. Je rame. Environ 8 à 10 heures par jour. Il a énormément plu, ce qui rend très difficile l'accès à la terre. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. Même si chaque instant m'apporte une nouvelle surprise. Non. Aujourd'hui, on rentre dans la zone des mines. Je suis en fait au cœur de l'Europe, sur la rivière Save. Elle sert de frontière entre la Bosnie-Herzégovine au sud et la Croatie au nord. 10 ans après cette terrible guerre, les millions de mines antipersonnelles sont toujours bien actives. Mais pour l'instant, n'allons pas plus loin. Revenons chez moi, au port de Hyères, le jour du départ. On est passé il y a près d'une heure. Hein. C'était pas encore là. Hein. Moi, je veux le même sur le kayak. Ah ouais, mais t'as intérêt. Hein. Moi, si je suis attaqué par un requin. Ça va avec perche. Au départ, non. Regardez, bah écoute, j'ai rien préparé. Donc ça va être avec le cœur. Donc ce que je te souhaite, c'est une merveilleuse aventure, faite de rencontres, faite de surprises, faite de rêves. Hein. Je sais que c'est l'aboutissement aujourd'hui d'un départ, d'une préparation de plusieurs mois, de plusieurs années même. Donc je voudrais te dire ciao et puis good trip. Ciao. Allez, j'espère que tu iras jusqu'au bout. On est avec toi et puis reviens quand même. À 36 ans, après une enfance passée entre la Russie, la Chine, le Népal, la France, puis des voyages aux 4 coins du monde, soit plus de 60 pays visités, j'avais envie d'autre chose. Ne plus partir pour une courte période, survoler ces pays, mais m'imprégner complètement dans une vie de nomade. Seul, pas de sponsor, pas d'assistance, pas de véritable plan, juste aller vers l'Est, ressentir l'immensité de notre planète, se déplacer par des moyens de transport traditionnels pour essayer de se rapprocher au maximum de la nature, des gens, au rythme du temps qui passe. Après avoir passé cette première journée avec mes amis, il est temps de charger le kayak et de partir seul. Mais tout au long du voyage, j'essaierai de garder le contact et de partager au maximum ce que je vivrai. Bon ben voilà, c'est parti. Là on est à Brégançon. À peine parti, les premiers problèmes se posent. Bien m'alimenter, bien boire, mais surtout la grosse difficulté sur la côte d'Azur en plein été,
c'est de trouver un coin pour bivouaquer chaque soir. Alors voilà Antibes. Et puis voilà où j'ai passé la nuit, là dedans, dans ce petit bateau. Voilà. Merci petit bateau. Voilà la tête que j'ai le matin au réveil. Après avoir dormi dans le petit bateau. Coucou, salut, je suis défoncé. Je suis arrivé cette nuit. Il n'y avait pas de plage pour dormir. Alors j'ai dormi sur la petite barque là. Et maintenant il est 6h30 et je repars. Voilà. Il n'y a pas de vent, il fait super beau. Ça c'est bien. Bon. Est-ce que je peux passer moi? Là, je peux passer là. Les circulations là, hein, Antibes. Encore un. Ah. On n'a plus? Ah ben. Bon. Bonne journée messieurs. Bye bye. Voilà, alors nous voilà au Cap d'Aille. Voilà, début juillet, un peu de monde. Voilà Monaco, le port de Monaco. Impressionnant, hein. Je traverse ça là, j'en peux plus de voir du béton, des bateaux dans tous les sens. J'en peux plus. Alors voilà la frontière italienne. Et là. Me voilà en Italie. Super, je vais pouvoir manger des pâtes tous les jours. Chaque fois que je peux, j'utilise le petit parafoil que Sylvain Berthomé m'a fabriqué pour tracter le kayak. Mais parfois la Méditerranée se fâche, les vagues deviennent de plus en plus grosses et rendent la navigation vraiment dangereuse. Après une dizaine de jours de cabotage, j'arrive à Gênes. Pour rejoindre le fleuve Pô, à une centaine de kilomètres de là, je vais utiliser le Carix pour porter le kayak et le matériel. Voilà le fameux tunnel du col de Turchino, emprunté par les coureurs de la fameuse course de vélo Milan-San Remo. Fausto Coppi, la légende, est passé par là. Puis c'est la descente vers la ville de Alessandria. Les nourritures terrestres de André Gide m'accompagnent. Il fait très chaud et la poche d'eau de 6 litres placée à l'arrière du Carix me permet de boire régulièrement. Le kayak est de nouveau gonflé, il n'y a plus qu'à suivre le cours de l'eau, direction l'Adriatique.
Les rives du Pô offrent de merveilleux emplacements pour le bivouac. Après environ 600 km de navigation, j'arrive dans le delta du Pô, puis la lagune de Chioggia, les cabanes de pêcheurs, les courses de gondoles. Un dernier bivouac sur une petite île, et voilà Venise, la perle de l'Adriatique. Quel bonheur de se balader librement avec le kayak dans ce labyrinthe de canaux. Sur la place Saint-Marc, je me mets à rêver et à penser à tous ces grands voyageurs comme Marco Polo qui eux aussi sont allés vers l'Est. Il est temps de quitter Venise. Puis par une sorte de route maritime intérieure, je remonte l'Adriatique. C'est dans la superbe région de Grado que de petites îles offrent de merveilleux emplacements pour poser la tente. Le port de Trieste, Muggia, grand terminal pétrolier, le bout de l'Italie. Il faut replier le kayak, puis un long portage à travers l'Istrie à la recherche d'un cours d'eau qui me mènera un peu plus à l'est. Mais pour cela, il va falloir traverser les montagnes slovènes puis croates. La pluie se met à tomber, elle ne me quittera pratiquement pas tout le mois suivant. La région est vraiment superbe et encore sauvage. On me dit qu'il y a encore pas mal d'ours et sans doute quelques loups. Après environ 200 km de marche, j'arrive à la rivière Kupa en Croatie. C'est encore un cours d'eau de montagne et parfois le passage des petites retenues m'oblige à marcher dans l'eau. Puis la rivière s'élargit et à Sisak, la Kupa se jette dans la Save. Régulièrement, je rencontre des gens adorables qui m'invitent à manger. Puis c'est les clubs de kayak, comme à Brajko, en Bosnie-Herzégovine. L'accueil est fantastique. Le président du club m'invite même à passer quelques jours gracieusement. Je rencontrais le dernier champion du monde de kayak de course en ligne. Comme presque chaque jour, je pars pour essayer de trouver un petit village et de quoi manger. Nombreuses sont les maisons qui portent encore les traces de ce terrible conflit. En parlant avec les habitants, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, là, à 2 pas de chez nous. Milas Matosevic écrit dans son livre: j'avais à peine 20 ans quand on m'a remis un fusil entre les mains et on m'a dit « Tu vois les gens de l'autre côté de la rive, ils veulent te tuer, voler tes terres, alors c'est toi qui dois tirer le premier. » Comment oublier ce massacre?
Pourquoi? Pour quelle raison? Personne ne saura vraiment me le dire. Très vite, les gens du village viennent voir l'inconnu qui a débarqué. On me mène du thé, des gâteaux. Les enfants sont là. Heureusement, eux, ils n'ont pas connu l'horreur. La vie a repris son cours. Après avoir passé la région des mines, on approche de la capitale de la Serbie et Monténégro, Belgrade. Le passage de la frontière serbe. Les douaniers me demandent de remplir des papiers et d'inscrire le nom du bateau et surtout le tonnage de mon kayak. Depuis la forteresse qui domine la ville, en fait Belgrade, l'ancienne capitale de la Yougoslavie, on peut bien voir la rivière Save qui va se jeter dans l'immense Danube. Après 2 jours en ville, je reprends la pagaie. À peine quelques heures plus tard, je rencontre cet homme sur un petit bateau qui va m'offrir un superbe cadeau, un atlas de navigation du Danube. Voilà les fortifications de l'ancien château turc qui marquent l'entrée des portes de fer. Longtemps, cette voie de navigation a été utilisée non sans risque. Mais depuis la création d'immenses barrages, comme ici Gerdap I, le Danube a été dompté. De nouveau, le mauvais temps qui s'abat sur l'Europe centrale me pose des problèmes. Le Danube en crue ne facilite pas les accostages. Je suis trempé. Tout est en train de moisir. Le vent encore forci et il m'oblige à rester plusieurs jours bloqué sous la tente.